Ok, camarades, bon, merci à nouveau pour l'invitation. Et jeudi soir, comme vous le savez, François Hollande a prévenu les journalistes à 19h20 qu'il allait parler à 20h pour mettre fin à l'insoutenable suspense de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2017. Et il a annoncé dans un discours très solennel à l'Élysée, avec un fond bleu, le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la cravate, tout, qu'il avait un excellent bilan, qu'il avait fait un formidable travail, qu'il avait redressé le pays quasiment, mais que manifestement les gens n'en étaient pas convaincus, et que donc il renonçait à se présenter à l'élection présidentielle. Et ça peut sembler marrant comme ça, il y avait quelque chose d'un peu drôle dans cette situation, dans cette solennité-là, de dire « je ne suis pas candidat ». Mais en réalité, cette anecdote exprime une crise de régime, une crise institutionnelle. C'est la première fois sous la Ve République qu'un président sortant, un président en exercice, renonce à briguer un deuxième mandat, parce qu'en France, ils font 2 mandats, ils peuvent faire 2 mandats. Et la seule fois où c'est arrivé, c'est que c'était Pompidou, mais c'est parce qu'il était mort. Donc, ça compte pas. Et ça va à l'encontre de la logique de la Ve République qui accorde au chef de l'État, au président de la République, conformément à l'idée du général de Gaulle, qui avait manigancé ça en 1958, l'idée que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est au-dessus des partis, qui est au-dessus des querelles internes, qui est la personnalité la plus éminente, l'incarnation de l'autorité de l'État, de la stabilité du régime, et qui donc naturellement, quand il a été élu une première fois, peut se présenter une deuxième fois. D'ailleurs, dans les partis, ça se discute même pas. Simplement, François Hollande est à un niveau d'impopularité tel que sa candidature aurait abouti à un désastre pour lui-même, et en un sens, à un désastre pour les institutions françaises, et pour le Parti socialiste, accessoirement. Donc, c'est un symptôme de la crise de régime, crise des institutions, crise de la Ve République, crise de tous les partis de gouvernement, comme on dit en France, c'est-à-dire des partis qui ont l'habitude d'être au gouvernement, Parti socialiste, bien sûr, mais la droite aussi. Fillon, vous le savez, François Fillon, qui avait été le Premier ministre, ministre du Travail sous Chirac, je crois, ou Premier ministre, je ne sais plus. En tout cas, il a été ministre du Travail, Premier ministre, dans les 2 derniers gouvernements de droite. Il a gagné la primaire interne aux Républicains, le parti de droite, principal parti de droite, en éliminant Sarkozy. Là aussi, symptôme de la perte d'autorité des dirigeants officiels. Enfin, Sarkozy, c'était quand même le président de la République entre 2002 et 2007. 2007 et 2012. Et Fillon donne l'impression, la victoire de François Fillon donne l'impression que la droite, au moins, elle, est en forme, ça va, ils sont unis, ils sont forts, comparé à l'ensemble des autres partis. En réalité, quand la poussière de ces primaires va retomber et que les candidats seront déclarés, on verra que les intentions de vote en faveur de François Fillon seront très volatiles, ne seront pas si élevées que ça, et le problème du Front National sera toujours là, et qu'en réalité, la droite classique est elle aussi frappée par le discrédit, et ça ne va pas être si simple que ça pour François Fillon de s'imposer à la présidentielle. Le Parti communiste est en crise, j'y reviendrai, c'est un sous-produit de la crise du Parti socialiste, mais le Parti communiste est dans une crise profonde, et les Verts eux-mêmes. Ça peut sembler anecdotique, mais la dirigeante des Verts, Cécile Duflot, qui avait été ministre du gouvernement Hollande, a perdu la primaire interne aux Verts, parce qu'encore une fois, tous ceux qui sont associés au gouvernement de ces dernières années sont sanctionnés. Et donc tous les partis de gouvernement sont en crise. Et ça, qu'est-ce que ça reflète en dernière analyse? Ça reflète, c'est l'expression, comme on l'explique souvent, de la crise du capitalisme français, profonde crise du capitalisme français, dont je dirais quelques mots sur son économie.
depuis la crise de 2008, l'économie française oscille entre 0, enfin il y a eu une récession en 2009, mais depuis entre 0 et 2% de croissance, et plutôt 0 que 2%, cette année ou 1%. Cette année c'était 1,2% je crois en 2016 la croissance. Il prévoit 1% de croissance pour 2017. Et vraiment l'économie française n'a pas commencé de sortir de la crise de 2008, avec des conséquences sociales catastrophiques et assez rapides, qui font davantage penser au rythme de la dégradation des conditions de vie d'un pays comme l'Italie ou l'Espagne, même si ce n'est pas encore ça, mais ça y ressemble plus que la situation allemande, par exemple. L'investissement industriel est en panne, mais j'ai vu le chiffre, il y a eu des centaines d'usines qui ont fermé depuis 2007, j'ai pas noté le chiffre là, mais c'est un nombre incroyable. 1,6 million de chômeurs de plus depuis 2007, et 1 million d'emplois industriels ont été détruits depuis 2001. Donc l'industrie française est dans une situation de déclin rapide. Toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par les gouvernements successifs et qui ont consisté à couper les dépenses publiques d'une part, et d'autre part à alléger la fiscalité des grandes entreprises, des patrons, n'ont abouti évidemment à rien, puisque si vous avez une crise de surproduction, c'est pas parce que vous baissez les charges patronales, ou comme ils disent, les dépenses, la fiscalité des grands patrons, c'est pas pour ça que les patrons investissent. Tout ce qui s'est passé, c'est que ils investissent pas parce qu'il n'y a pas de marché, mais par contre ils encaissent les déductions, la baisse de leurs impôts, et ils reversent ça massivement aux actionnaires. Et les dividendes versés aux actionnaires sont très élevés en France, et je crois qu'on a remporté on est numéro 2, ils sont numéro 2 en France dans ce domaine cette année. Donc aucun effet bien sûr sur l'économie. Et ce pire encore, qui est important à saisir, c'est que non seulement il y a un déclin il y a la crise du capitalisme français, mais il y a un déclin relatif spécifique du capitalisme français par rapport aux autres grandes puissances, parce que la France est quand même censée jouer dans la cour des grands, c'est la 6e économie mondiale, mais elle est clairement en train de décrocher, depuis de nombreuses années, mais ce décrochage s'est pour ainsi dire accéléré depuis la crise de 2008 par rapport à l'Allemagne. Et bien sûr, elle est aussi concurrencée par les États-Unis, par la Chine, etc. Mais le décrochage par rapport à l'Allemagne, ce qui est important pour le marché intérieur en Europe et en France, s'est accéléré. Si vous regardez les chiffres, toutes les données macroéconomiques de l'économie française, c'est comme l'image inversée de l'économie allemande. Non pas que l'économie allemande soit en pleine forme, on sait qu'il y a des failles, qu'il y a des carences, que l'économie allemande n'est pas dans une phase de croissance très solide, mais sur le plan du déficit commercial, sur le plan de l'endettement, sur le plan du chômage, etc., la France est l'image inversée de l'économie allemande, et donc il y a un décrochage, il y a les courbes de l'économie allemande et de l'économie française continuent de s'écarter l'une de l'autre au détriment de l'économie française. Par exemple, ce qui est très significatif, en termes de compétitivité, donc pour deux pays exportateurs qui exportent beaucoup, comme la France et l'Allemagne, c'est très important, la compétitivité bien sûr. En termes de la compétitivité, l'écart s'est creusé de façon très nette, avec, en Allemagne, ils ont réussi à faire baisser le coût unitaire du travail. Donc, vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire, on appelle le coût du travail, ce que les patrons doivent donner aux salariés par rapport à la richesse créée. Le coût unitaire du travail a baissé de 25% en Allemagne entre 1997 et 2010. Et ça, c'est une conséquence de toutes les contre-réformes mises en œuvre à la fin des années 90, notamment par le gouvernement de Gerhard Schröder, qui a ouvert la voie aux emplois mal payés, précaires,
qui a détruit, enfin qui a très, très largement fragilisé l'assurance chômage, poussant les gens à accepter des emplois payés moins cher que le SMIC français, par exemple, que le salaire minimum français. Il y a les emplois à 1 euro, enfin vous connaissez il y a toute une fraction du prolétariat allemand, de la classe ouvrière allemande, qui vit vraiment, dont le coût du travail est très, 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 très faible. Et la France, le coût unitaire du travail, sur la même période, a stagné. Et donc vous voyez là l'avantage compétitif considérable que les Allemands, les capitalistes allemands en ont retiré. Les raisons fondamentales de cette situation, enfin une des raisons fondamentales, c'est que la classe dirigeante française a autant que possible retardé les attaques brutales, sérieuses, dont elle a objectivement besoin contre la classe ouvrière. La classe dirigeante française, mais aussi les dirigeants syndicaux, enfin toute la société officielle française, vit en quelque sorte dans l'angoisse, la crainte permanente d'une explosion sociale en France. Elle a une attitude très prudente vis-à-vis du mouvement ouvrier. Mai 68 est passé par là, c'est un traumatisme certain pour la classe dirigeante française, mais elle a eu d'autres occasions, d'autres avertissements, comme par exemple, vous vous en souvenez pour certains, la grande grève de décembre 1995, quand Alain Juppé, alors Premier ministre de Jacques Chirac, avait lancé une attaque contre les régimes spéciaux, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, c'est-à-dire les régimes de retraite spécifiques à certains secteurs économiques comme les cheminots ou d'autres. Et il avait lancé d'autres offensives contre le service public, et il avait ramassé une grève générale illimitée de la fonction publique qui avait fait trembler la bourgeoisie, parce qu'il voyait là la possibilité d'une extension au secteur privé. Et il a fallu que les dirigeants de la CGT, etc., pèsent de toute leur autorité pour empêcher cette généralisation de la grève, mais la bourgeoisie a eu encore des sueurs froides. Et puis vous aviez plus récemment une tentative de faire baisser le coût unitaire du travail qui était sérieuse, c'était le CPE, contrat première embauche, dont l'idée, vous vous en souvenez peut-être, était d'ouvrir la possibilité que les jeunes, de moins de 25 ans, je pense que c'était, aient des contrats archi-précaires, ne bénéficient pas des contrats jetables, c'est-à-dire qu'à tout moment ils pourraient être licenciés, et dont la rémunération, bien sûr, pourrait être encore plus basse. Il y avait la tentative d'avoir un SMIC jeune aussi, un peu avant, c'est-à-dire une rémunération des plus jeunes inférieure au revenu minimum. La bourgeoisie a tenté à plusieurs reprises. SMIC jeune, je ne sais plus en quelle année c'était, moi j'étais lycéen, je pense que c'était en 93. Mouvement massif de la jeunesse, le gouvernement de droite a dû reculer. Vous avez eu décembre 95. CPE, c'était 2006. Là aussi, la lutte contre le CPE est une lutte qui a obligé Chirac à capituler, à abandonner. Parce que premièrement, vous aviez des manifestations absolument massives de la classe ouvrière et de la jeunesse qui se succédaient à un rythme de quasiment 2 par semaine, avec une grève générale de facto en fait lors de ces manifestations. Le mouvement échappait au contrôle des dirigeants syndicaux, et des grèves reconductibles, des grèves spontanées, des grèves sauvages commençaient à éclater, y compris dans des usines non syndiquées. Et donc il faut comprendre la psychologie de la classe dirigeante française. Je dis qu'elle est traumatisée par mai 68, c'est qu'elle a vu en mai 68 le développement d'une grève générale illimitée par contamination très rapide d'une usine et d'une entreprise sur l'autre, sans que les dirigeants syndicaux ne lèvent le petit doigt. Okay ? Et ça, c'est quelque chose qui est dans la tradition du mouvement ouvrier français, et c'est la hantise permanente à la fois bien sûr des représentants de la bourgeoisie, mais aussi des dirigeants syndicaux qui redoutent ça plus qu'autre chose, plus que tout. Donc ceci explique qu'au cours de la dernière période, des 2 dernières décennies, disons, il y a eu des attaques,
mais des attaques, bon, relativement modérées, disons ça comme ça. Bon, ceux qui les ont vécues, les attaques, notamment les retraités, qui ont été la catégorie de la population la plus visée, où la retraite à 60 ans, qui était un acquis de l'après-guerre, la retraite à 60 ans a été liquidée. Maintenant, c'est 62 ans. Mais pire que ça, c'est que le système de cotisation retraite est tel que pour avoir une retraite à taux plein, on dit, c'est-à-dire la retraite maximale à laquelle on a droit, désormais, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut cotiser un nombre d'années infernal que personne n'arrive à avoir. Et donc, ça baisse mécaniquement la pension qu'on touche à l'arrivée. Donc, les retraites ont été attaquées. Il y a eu des privatisations, il y a eu des contre-réformes ici ou là, mais de manière générale, les acquis sociaux, les conquêtes sociales des 30 Glorieuses, de mai 68, les conquêtes sociales arrachées par le mouvement ouvrier après la Deuxième Guerre mondiale, sur la base d'une phase de croissance économique qui faisait que la bourgeoisie avait la possibilité de concéder ces réformes-là, eh bien ces conquêtes-là ont été relativement préservées, et que maintenant, la bourgeoisie n'a plus le choix. La bourgeoisie n'a plus le choix, elle va devoir passer à l'offensive. Et ce qui était intéressant, au fond, dans le débat des primaires à droite, c'était que Juppé, bon, il était dégoûté d'avoir perdu face à Fillon, parce que tous les sondages le donnaient gagnant. Mais abstraction faite de ce côté anecdotique de la guerre des chefs, ce que lui, il exprimait, et ce qu'il disait à Fillon, très clairement, dans les débats de deuxième tour des primaires de la droite, c'était François Fillon, t'as raison, il faut attaquer dur, et ton programme est juste dans le fond. Mais attention au rythme, attention à la méthode, parce que, il disait explicitement, tu veux nous mettre le pays à feu et à sang. Et c'était un argument, c'était pas un argument purement rhétorique dans un débat télévisé, c'est clair que c'est une inquiétude d'une partie de la bourgeoisie française, que le programme de François Fillon mettrait le pays, pourrait mettre le pays à feu et à sang, ça c'est clair. On a vu la loi travail, par exemple, qui en un sens était l'offensive la plus grave menée ces dernières décennies contre le mouvement ouvrier. Le paradoxe, c'est qu'elle a été menée par un dirigeant, par un gouvernement socialiste, mais bon, dans la mesure, on sait que les socialistes peuvent faire pire que la droite si le système capitaliste et la classe dirigeante l'exigent. Mais la loi travail a été un choc aussi, parce que c'était quelque chose que le patronat français demandait, suggérait, dont il rêvait plutôt depuis des décennies, et qui a été fait au prix, bien sûr, encore une fois, de soulever un mouvement massif, et dont je vais parler là de 2 minutes, un petit peu. Ce mouvement était de très grande envergure, pas seulement ou pas simplement par le nombre de manifestants, parce que j'en discutais tout à l'heure avec Eric. C'est très significatif que le nombre de manifestants pendant la loi travail ait été 2 fois inférieur en moyenne, même peut-être 3 fois inférieur aux mobilisations de l'automne 2010, encore une mobilisation importante. À l'automne 2010, c'était une contre-réforme des retraites, où il y avait eu jusqu'à 3 millions de personnes dans les rues au pic de la mobilisation. Il y a 3 reprises, 3 millions, 3,5 et 3 millions en l'espace de 10 jours. Ça, c'était à l'automne 2010. Cette fois-ci, le pic, je crois, c'était 1,2 million. Pourquoi ? Parce que les travailleurs comprennent, ils ont tiré les leçons de l'automne 2010, où le mouvement a été battu, comprennent que des manifestations, une succession de manifestations ponctuelles de 24 heures ne font pas reculer le gouvernement, et que pour beaucoup de travailleurs du secteur privé en particulier, c'est une journée de salaire perdue, mais c'est aussi des problèmes avec le patron derrière, toutes sortes de... c'est un risque, et donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il n'empêche que ce mouvement était quand même d'une grande ampleur, parce que ça s'exprimait notamment dans les enquêtes d'opinion. 70% de la population était contre la loi travail. La jeunesse s'est mobilisée dans les lycées, dans les facs, même si ça n'a pas pris une très grande ampleur. Ça a quand même
ça s'est mobilisé. Et je dirais ce qui avait le plus significatif, c'était deux choses. Premièrement, la pression qui s'est exercée dans les structures syndicales, en particulier la CGT, pour obliger la direction de la CGT à adopter une ligne de conduite, des mots d'ordre et une stratégie de lutte plus offensive que la succession absurde de manifestations toutes les semaines auxquelles le gouvernement répondait systématiquement par merci mais non merci quoi. On a entendu la rue mais on s'en fout quoi. Et là, hasard du calendrier ou pas, le congrès de la CGT tombait au beau milieu de la mobilisation, en avril je crois, et on a assisté à un congrès de la CGT où la base de la CGT, et pourtant c'est pas la base, hein, c'est les délégués de la CGT au congrès, c'est quand même déjà des militants qui ont une certaine position. C'est pas toujours le militant de base, c'est pas que ça. Eh bien, elle a forcé, il y a eu une lutte très intense dans le congrès pour forcer Martinez, le numéro 1 de la CGT, à faire voter une résolution disant noir sur blanc que la stratégie des journées d'action, comme ils disent, ces journées saute-mouton, n'était pas bonne et qu'il fallait préparer, construire un mouvement de grève illimité dans un maximum de secteurs. Ce qui a été fait, ou plutôt, une grève illimitée a effectivement commencé, a touché en particulier les raffineries et les ports, mais d'autres secteurs ici ou là. Là, ça a créé une ambiance très 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 forte parce que la presse, les médias ont tapé sur la CGT à longueur de journée, les accusant d'être des terroristes, les comparant à Daesh, etc. Et quand je dis que c'est significatif, c'est que à l'automne 2010, le dirigeant de la CGT de l'époque, il avait condamné les grèves reconductibles à demi-mot, c'est-à-dire il avait dit les grèves reconductibles c'est pas mon affaire c'est les journées d'action et les grèves reconductibles organisées par les bases de la CGT c'est si ils veulent. Là cette fois-ci Martinez a été obligé de prendre lui-même position pour les grèves reconductibles, mais c'est resté une résolution de congrès, c'est-à-dire que dans le même temps les dirigeants de la CGT, ils ont tout fait pour que ça... ils n'ont pas organisé la grève reconductible. Et pire que ça, ils ont continué d'organiser la lutte, suivant un agenda et une dynamique de journée d'action, qui était en complète contradiction avec la dynamique des grèves reconductibles sur le terrain, puisque une grève reconductible, par définition, son extension aux autres secteurs, elle doit être rapide. Elle doit être, on ne peut pas demander aux travailleurs des raffineries ou des ports d'attendre pendant 3 semaines, 1 mois, que les travailleurs des hôpitaux ou des transports se mettent en grève. Il faut qu'il y ait une dynamique rapide, et cette dynamique rapide entre complètement en contradiction avec, bon, mais dans 3 semaines, on fera une nouvelle journée d'action. Donc il y a eu un sabotage de facto de la grève reconductible par les dirigeants syndicaux. Mais quand même, la leçon à retenir, c'est que la pression, il y a une radicalisation dans les bases syndicales, voilà, qui s'est exprimée. Ils commencent à tirer les leçons de toutes ces luttes perdues à cause de journées d'action qui ne servent à rien. Et le deuxième symptôme significatif de l'ambiance dans le pays, c'était le phénomène des nuits debout, où à partir du 31 mars, tous les soirs, place de la République, plusieurs milliers de personnes se réunissaient en assemblée générale pour discuter, alors là, de tout et n'importe quoi, hein, vous imaginez bien, c'était quelque chose de spontané. Mais c'était très intéressant d'entendre la longue série de critiques, de remarques, de rancunes, de frustrations qui s'exprimaient dans un orateur après l'autre contre le système, contre les absurdités de leurs conditions de travail, de logement, contre la corruption des politiciens, contre le caractère antidémocratique du régime, les inégalités sociales. Les hommes politiques en particulier étaient très, très largement critiqués. Donc il y avait de la confusion, mais il y avait aussi beaucoup de radicalité. Et en gros, une critique cinglante et de la démocratie bourgeoise,
sinon on le dit avec nos mots, et du système capitaliste. Et c'est pas par hasard que les Nuits debout se sont attirées, après quelques jours de complaisance des journalistes. Ils étaient là, ces jeunes qui se réunissent, c'est marrant, c'est rigolo. Mais au bout de 2 semaines, le ton a complètement changé dans la presse bourgeoise, où ils ont compris, certains, que ce phénomène-là, qui n'était pas limité qu'à Paris d'ailleurs, ce phénomène-là était dangereux, exprimait quelque chose de dangereux pour le régime. Et c'est assez significatif que dans des toutes petites villes, eh bien, vous aviez des dizaines de gens qui se réunissaient comme ça sur la place pendant plusieurs jours consécutifs à dire ça va pas, ça va pas. Bon, c'est quelque chose qui a fait peur à la bourgeoisie parce que ils le contrôlent pas, c'est nouveau, jusqu'où ça peut aller. Et voilà. Alors, le mouvement a été battu. Le mouvement contre la loi travail a été battu à partir du moment où la grève reconductible s'est arrêtée, a reflué. Inévitablement, ça signé la fin du mouvement. Les dirigeants syndicaux, qui sont vraiment les grands spécialistes en France de la canalisation, c'est des grands professionnels du sabotage d'un mouvement sans avoir l'air d'y toucher, mais ils le soutiennent, mais en sous-main, ils font absolument tout pour l'embourber, contenir son ampleur. Ils ont bien sûr refusé de dire que... D'ailleurs, il n'est pas perdu officiellement, le mouvement, parce que là, maintenant, ils vont porter la question devant la Cour européenne de justice, ou devant l'ONU, ou je ne sais qui, les Martiens, enfin, ce qui vous voulez. Et là, ils sont persuadés que ça va barder. Donc, ils refusent de dire que c'est une défaite. Et après la grève reconductible, ils ont organisé 3 ou 4 manifestations qui ne servaient strictement à rien, si ce n'est que les gens pouvaient se défouler encore et avoir l'illusion de lutter vraiment. Bon, mais en fait, dans la tête des gens maintenant, le mouvement a été perdu, battu. Et logiquement, il y a un transfert de la colère, de la combativité, de la lutte des classes, tout simplement, sur le terrain politique, avec les élections présidentielles de avril-mai 2017. Alors, cette contre-réforme-là de la loi travail, en un sens, c'était le dernier clou dans le cercueil du Parti socialiste, en tout cas de sa candidature, parce que les gens, sur les manifestations, les gens disaient PS plus jamais, enfin, c'était la fin, quoi. Et je ne dis pas qu'il est absolument exclu qu'un candidat du Parti socialiste gagne les élections, mais vraiment la probabilité me semble très très faible. On va avoir des primaires de la gauche, ils appellent ça les primaires de la gauche, en réalité c'est pas les primaires de la gauche du tout, parce que Mélenchon n'est pas dans les primaires. Or, il est en tête des intentions de vote à gauche. Et les primaires de la gauche, ça va être une compétition qui va avoir lieu en janvier entre probablement Manuel Valls, maintenant que François Hollande est hors course. Donc Manuel Valls, actuel et bientôt ex-premier ministre de François Hollande, parce qu'il va probablement démissionner pour pouvoir faire campagne. Manuel Valls, donc premier ministre de François Hollande. Montebourg, ex-ministre de l'économie de François Hollande. Benoît Hamon, ex-ministre de l'Éducation nationale de François Hollande. Autrement dit, un Premier ministre, 2 ministres, discrédités comme François Hollande, pour les mêmes raisons que François Hollande, parce qu'ils ont participé à ce gouvernement d'austérité, qui vont se disputer, qui vont être en compétition pour ces primaires de la gauche. Donc ça promet d'être difficile même de mobiliser les gens. La droite a réussi à mobiliser 4,4 millions de personnes dans ces primaires, parce qu'elle a réussi à réunir son électorat, le noyau dur de la base sociale de la droite, c'est-à-dire la bourgeoisie, les hautes sphères de la petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie catholique, des provinces, etc. Enfin, le socle électoral de la droite. Mais 4,4 millions de personnes, c'est pas impressionnant, en même temps. Pour gagner la présidentielle, il faut faire 8 millions de voix au premier tour, au minimum, plutôt 15 millions de voix.
Donc, mais là, le Parti socialiste risque de n'avoir que 1 million de participants à ces primaires, ce qui serait déjà, oui, un fiasco. Un fiasco. Pour que ce ne soit pas un fiasco, il faudrait que ce soit 2 millions au moins qui participent. Et je doute qu'il y aura ça, même si les médias vont tout faire pour essayer d'intéresser les gens à ces primaires. Quand vous avez 2 ex-ministres et un ex-premier ministre comme candidat, je veux dire, les gens... Et ça, c'est tout bon, évidemment, pour Mélenchon. Alors, de toute façon, quel que soit le vainqueur de cette primaire, parce qu'il en faudra bien, il sera discrédité. Et à ce stade, les sondages, tous les sondages, et ce depuis des semaines, donnent le candidat de la droite, donc maintenant Fillon, et Marine Le Pen, la dirigeante du Front National, au 2e tour, très largement qualifiée au 2e tour, devant tous les autres candidats. Ce qui est une possibilité. C'est tout à fait possible, effectivement, comme on l'explique souvent, que la déception générée par le gouvernement de gauche de François Hollande ait comme conséquence que la droite l'emporte dans la foulée. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que l'extrême volatilité de la situation actuelle, l'absence d'enthousiasme pour Fillon, l'absence d'enthousiasme a fortiori pour Valls ou Dieu sait qui, les très hauts niveaux de l'abstention, c'est-à-dire que les sondages à ce jour, ils enregistrent quoi? Ils enregistrent les intentions de vote, mais les intentions de vote bien vagues, de ceux qui vont voter d'habitude, mais vous avez la moitié de l'électorat dont les intentions de vote ne sont absolument pas fixées à ce jour. Ils ne savent pas ce qu'ils vont voter. Donc ces sondages ont une valeur très relative parce qu'ils essayent de donner une anticipation d'une cristallisation politique qui n'a pas encore eu lieu en réalité, et donc c'est pas très fiable. Mélenchon, il est déjà en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que ces sondages n'enregistrent pas, c'est la dynamique à gauche. Parce que quand on dit Mélenchon sera à 15% et Valls sera à 10%, et puis c'est tout, qu'on met la gauche à 25% en total dans des intentions de vote, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui va pas, ça va pas être ça. Alors la question c'est sur qui ça va se cristalliser. Bon, Mélenchon il est déjà entre 13 et 15% dans les sondages. Et à vrai dire, les choses deviendront encore plus claires à l'issue des primaires du Parti Socialiste, quand on saura qui est le candidat du Parti Socialiste, donc fin janvier. Là, on aura tous les candidats présents, on saura qui sera candidat à l'élection présidentielle. Et si la dynamique continue telle qu'elle s'est enclenchée maintenant, le candidat de la gauche le mieux placé sera Mélenchon. Et ça sera une situation assez marrante et assez ironique pour les dirigeants du PS, parce que pendant des décennies, l'un de leurs arguments pour voter socialiste au premier tour, c'était le vote utile. Le vote utile, c'est voter pour moi, pour être sûr que je sois au 2e tour, je suis le candidat le mieux placé dans les intentions de vote. Et maintenant, le vote utile, ça sera le vote Mélenchon. Et donc ça veut dire que vous aurez même une fraction de l'électorat qui n'est pas forcément convaincu par Mélenchon, qui peut en douter, etc., qui n'est pas vraiment enthousiasmé, mais qui ne verra dans Mélenchon la seule carte à jouer face au 2e tour annoncé droite-extrême droite. La seule possibilité de la qualification de la gauche au 2e tour. Alors, jusqu'où peut aller la cristallisation autour de Mélenchon d'ici mai 2017? C'est difficile à dire. Si on regarde la Grèce, par exemple, on a vu que l'ascension de Syriza, elle s'est faite en 2 temps, en quelque sorte. Ils sont passés d'abord de 4% à, je crois, 15, aux alentours de 15%, 18%. Et ensuite, une fois qu'ils sont apparus comme une force crédible, c'est là qu'ils sont passés à 30 et quelques pourcents en janvier 2015. Si on suit ce schéma, on pourrait penser que Mélenchon, cette fois-ci, il va être trop court
et il ne sera pas au deuxième tour parce que le basculement de l'électorat socialiste vers Mélenchon et la mobilisation des abstentionnistes, ou enfin des masses en général vers Mélenchon, sera un processus plus lent. Mais moi je serais prudent avec cette analogie parce que, en un sens, Mélenchon il a déjà prouvé sa crédibilité en 2012, lorsqu'il a fait 11% des voix, et que la situation s'accélère, se cristallise, se polarise très rapidement en France, et qu'on ne peut pas exclure que ça aille plus vite. Ça dépend dans une certaine mesure de Mélenchon lui-même, et l'impression qu'il donne depuis quelques mois, depuis qu'il a annoncé sa candidature, c'est que de façon typique des réformistes, il se dit « je peux gagner, mais à condition que je parle à la fois aux travailleurs, donc je dois parler à gauche, et à la petite bourgeoisie, parce que lui pense être les classes moyennes, dans laquelle d'ailleurs il inclut quantité de travailleurs. Hein. Parce qu'en gros, lui, si vous habitez en ville à Paris et que vous gagnez plus de 1 500 € par mois, vous êtes un petit bourgeois, quoi. Bon, vous connaissez la sociologie des réformistes, mais il pense comme ça, il pense que... Il fait une double erreur, mais qui est classique. Enfin, Lénine a répondu et Trotsky ont répondu 50 fois à cette après tout, c'était l'argument du Front populaire, n'est-ce pas? C'était il faut pas effrayer les classes moyennes, donc on va pas trop parler à gauche. Ce que vous faites avec ça, c'est que, vous gagnez pas les classes moyennes, parce que si elles veulent un truc modéré, elles ont l'embarras du choix, hein. Elles auront Macron, Valls, Fillon, les Verts, il y a tout ce qu'il faut pour les modérer. Que les classes moyennes, bien sûr, ne sont pas homogènes, que les couches supérieures des classes moyennes tendent vers la droite, les couches inférieures des classes moyennes, elles sont prêtes à un discours radical. Elles ne veulent pas qu'on leur parle uniquement de manger végétarien et de l'écologie. Elles ont aussi besoin d'un discours radical, enfin de quelque chose qui propose d'en finir avec le système. Enfin, elles sont prêtes à entendre ça. Et deuxième problème, c'est que si vous avez un discours modéré, eh bien, vous pouvez perdre les travailleurs les plus radicalisés. Donc en fait, ils perdent sur tous les tableaux. Mais ça, très, très clairement, c'est un angle mort chez Mélenchon et chez tous les dirigeants réformistes. Ils sont persuadés qu'ils vont perdre s'ils ont un discours trop radical. Et on le sent. On sent Mélenchon en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, d'avoir un discours plus lisse. Et ça peut être un obstacle à sa progression. Mais pas forcément, parce que dans le vide politique actuel, les choses sont relatives. C'est-à-dire que relativement au reste de la gauche, Mélenchon apparaîtra comme la carte la plus radicale, très clairement, et de loin. Parce que quand en face vous avez Macron, Emmanuel Valls, ou même Montebourg. Par exemple, Montebourg, pour vous donner une idée, c'est la gauche du PS officiellement. Montebourg dit qu'il faut privatiser les HLM. Les HLM, c'est les habitations à loyer modéré, c'est le service public du logement, ok, c'est les logements publics. Ils disent que les locataires doivent avoir la possibilité de racheter leur logement, ce qui revient à terme à une privatisation des HLM. C'est le programme de la droite, soit dit en passant. J'ai même lu quelque part que c'était le programme de l'extrême droite dans certains pays. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit qu'il ne peut pas augmenter les salaires tant que le patronat européen n'augmentera pas les salaires dans toute l'Europe en même temps. Donc voilà, il faut convaincre Angela Merkel d'augmenter les salaires partout. Bon, il a un discours, il fait une campagne qui est très à droite, Montebourg, alors que c'est censé être le représentant de la gauche du PS. Donc relativement à ça, c'est-à-dire relativement au marxisme, Mélenchon, il est très loin. Relativement au reste de la gauche, eh bien, il apparaît comme le pôle de radicalité. Et c'est possible que ça fonctionne. Alors, nous, on intervient, donc l'organisation, la section française, on intervient dans la France Insoumise, ça c'est le nom du mouvement que Mélenchon a lancé. C'est assez facile d'ailleurs, puisque comme c'est un mouvement, il appelle tous les militants politiques qui le souhaitent à le rejoindre. On peut arriver avec la carte de la TMI, de PCF, de ce que vous voulez, enfin de gauche, bienvenue. Et on va intervenir dans cette campagne électorale avec comme approche, vous avez vu, j'ai vu que vous avez publié l'article dans le numéro de Révolution, avec comme approche
qu'on soutient le programme progressiste de Mélenchon, parce que si vous lisez son programme, c'est un programme très progressiste, il fait penser au programme de Tsipras ou de Corbyn, c'est-à-dire si on faisait la moitié ou même le quart du programme de Mélenchon passé dans la réalité, ce serait une amélioration très substantielle du niveau de vie de la masse de la population. Salaire, retraite, santé, éducation, logement, il y en a énormément, et à vrai dire c'est plusieurs. Lui, il dit 100 milliards. Pour moi, il y a plus que 100 milliards de dépenses publiques en plus par an pour les plus pauvres, pour les retraités, etc. Donc, on explique, l'axe de notre campagne, c'est pas de rebondir sur chaque connerie que dit Mélenchon, parce qu'il en dit beaucoup. Il a une tendance nationaliste parfois qui s'exprime. C'est un jacobin, un jaurétien, avec une idée de la France, France universelle, France phare, etc. Et des fois, il énerve tout le monde avec ses discours sur la France. Et d'ailleurs, son mouvement La France Insoumise est un petit peu le reflet de du chauvinisme latent de Mélenchon. Et les gauchistes, ils s'attardent là-dessus. Ils pinaillent, ils surréagissent à chaque connerie de Mélenchon. Il faut bien sûr clarifier ces questions, mais nous, on met l'accent, en France, comme on le faisait en Grèce et comme on le fait en Grande-Bretagne, sur très bien toutes ces mesures progressistes, mais dans le cadre du capitalisme en crise, impossible, complètement impossible. Et on l'argumente positivement. On le prend sous différents angles. Là, on écrit aussi sur d'autres sujets. La politique étrangère de Mélenchon, qui est évidemment pas bonne. L'ONU, tout va se régler par l'ONU. Et on a en discussion, on a des contacts désormais dans la France Insoumise. Et on va voir. Le point d'interrogation, c'est est-ce que ce mouvement qu'il a créé, qui fonctionne par comité de soutien de campagne, en fait, qui sont créés spontanément via une plateforme internet par les gens, ils se disent moi je vais créer un comité de soutien, hop ils s'inscrivent, ils sont enregistrés sur un site, d'autres gens disent tiens il y a un comité de soutien dans mon quartier, ils le voient sur une carte, et ça peut marcher, enfin ça marche déjà un peu, la question est de savoir dans quelle mesure ça va se massifier au cours de la campagne, et ce qui est sûr c'est que pour nous ça va être une période très intéressante parce qu'il va y avoir une cristallisation autour de cette campagne, une radicalisation, et pour nous la possibilité d'intervenir dans des meetings, dans des manifestations, dans des comités de soutien. On est connu, on est identifié, on fait même partie officiellement de l'espace politique de la France Insoumise, c'est-à-dire qu'on est invité aux réunions de la direction de la France Insoumise comme l'une des organisations qui soutient le mouvement. On est bien connu dans le mouvement et c'est une assez bonne position pour nous. La difficulté, bien sûr, ça va être de mener ce travail parallèlement au travail dans la jeunesse, sur les universités. Il faudra d'ailleurs combiner les deux parfois, faire des réunions sur la présidentielle, sur les facs, etc. Je termine par deux mots sur le Front National et le PCF. Dans une certaine mesure, la croissance du Front National ces dernières années, elle est la cause de la crise, de la polarisation, du rejet des partis traditionnels, bien sûr. Elle est aussi la conséquence de la division et du Front de gauche. Le Front de gauche, donc Mélenchon plus le Parti communiste, qui s'est complètement divisé après les élections de 2012. Et donc, beaucoup de gens sont tombés dans l'abstention, et donc le poids relatif du Front National a augmenté. Mais c'est assez clair que un certain nombre d'électeurs qui votent pour Marine Le Pen, ou qui disent vouloir voter pour Marine Le Pen, en particulier dans les quartiers les plus pauvres, seraient prêts à voter pour Mélenchon. Il y a une analogie ici entre Sanders et Trump, puisque beaucoup d'enquêtes, d'études ont montré qu'une partie de l'électorat de Donald Trump à la présidentielle aurait pu voter pour Sanders si Sanders avait été présent. Eh bien, je pense qu'une partie de l'électorat de Marine Le Pen n'est pas vraiment acquis à Marine Le Pen, mais peut être gagnée sur la gauche par un discours anti-système, anti-austérité de gauche. Maintenant, Marine Le Pen, elle joue quelle carte? Il faut bien comprendre l'évolution du Front National. Hein. Depuis que c'est plus Jean-Marie Le Pen, son père, qui est aux commandes, mais que c'est elle et sa petite clique de normaliens qui veulent des ministères, qui veulent des postes, qui veulent être députés, qui veulent le pouvoir, le Front National, c'est, comme ils disent, dédiabolisé, ce qui signifie qu'ils mettent beaucoup moins l'accent sur le racisme. Ils en parlent toujours, hein, mais c'est-à-dire ils ont des positions assez semblables à la droite sur l'immigration, etc.
Et ils mettent beaucoup plus l'accent contre le système, contre l'Union européenne, contre les vieux partis. En même temps, ils jettent le trouble sur leur programme économique et social. À l'époque de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, le programme économique et social était un programme classiquement de droite, réactionnaire. Là, Marine Le Pen, elle jette le trouble là-dessus. Elle parle de la retraite à 60 ans, elle parle qu'il faut augmenter les salaires, que la sécurité sociale c'est important. Elle critique Fillon sous quel angle? Mais il veut détruire les conquêtes du mouvement ouvrier français, etc., quasiment. Okay, donc ça, c'est assez intelligemment, de son point de vue, elle essaye de capitaliser un électorat populaire comme ça, mais on voit bien la fragilité de cette démarche, c'est que si Mélenchon, lui, il a ce discours-là, ça marchera mieux que Marine Le Pen, qui est quand même très ambigu, très flou quand on creuse, quand on lit. D'ailleurs, il y a une lutte interne au Front National, toujours une lutte de famille, entre Marine Le Pen, son entourage, je vous l'ai dit, de jeunes requins d'un côté, et le Front National du Sud-Est de la France autour de Marion Maréchal Le Pen, avec le nom. Marion Maréchal Le Pen, qui est la nièce de Marine Le Pen, et qui, elle, est un peu plus sur l'ancienne ligne du Front National, c'est-à-dire discours catholique, anti-mariage pour tous, antisémite éventuellement, plus du côté du vieux parti, et avec un programme économique et social ouvertement anti-ouvrier, etc. Pour l'instant, elle perd Marion Maréchal Le Pen, mais ils vont essayer de jouer sur les deux tableaux, selon les électorats locaux, etc. bien sûr. Un mot sur le PCF, qui est dans une crise majeure, peut-être une crise terminale à vrai dire, puisque malgré le vote des militants, là il y a quelques jours, il y a une semaine, en faveur d'un soutien à Mélenchon, la direction du parti est coincée, parce qu'elle ne veut pas rompre avec le Parti Socialiste. Elle ne veut pas rompre avec le Parti Socialiste parce qu'elle a des liens d'appareil, des liens électoraux, des alliances depuis des décennies avec le Parti Socialiste au niveau des mairies, au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, à tous les niveaux. Ils ont tout ça est acquis à coup d'alliances publiques ou dans les couloirs avec le Parti Socialiste, et que la stratégie de Mélenchon, c'est de dire le Parti Socialiste, je passe devant, je l'écrase, je le passoquise, en référence au PASOK grec, et les alliances avec le PS, c'est terminé. Et là, le Parti communiste est pris dans une contradiction, où soit il s'accroche au navire socialiste et il coule avec, soit il rompt, et donc il y a une fracture dans l'appareil du Parti communiste, avec certains qui quittent le navire et qui se rapprochent de Mélenchon, et d'autres qui s'accrochent au Parti socialiste. Et c'est intéressant parce qu'il y a une analogie avec ce qui s'est passé en Espagne, puisque quand Podemos s'est développé, vous savez que ça a provoqué une crise dans Izquierda Unida, avec la fraction, l'aile droite de la direction, qui voulait tourner le dos à Podemos et qui voulait continuer comme avant, notamment avec le Parti Socialiste Espagnol. Et puis vous avez une fraction de l'appareil d'Izquierda Unida qui au contraire poussait vers une alliance avec Podemos. Bon, c'est cette aile gauche qui a fini par l'emporter, autour de la figure de Alberto Garzón, qui était un député d'Izquierda Unida. Mais ce qui est significatif, c'est qu'en France, vous n'avez pas d'Alberto Garzón. La gauche du Parti communiste est aussi pathétique que la droite, et d'ailleurs on peut parler de gauche vraiment vite fait, quoi. C'est juste que, c'est comme si vous voulez, les rats quittent le navire, c'est qu'ils se disent mais si on veut toujours nos places, mais manifestement maintenant c'est avec Mélenchon qu'on les aura, mais il n'y a pas un type qui a l'ombre d'un charisme de Garzón ou d'un discours de gauche en fait. Donc on verra comment ça évolue. Le Parti communiste, j'ai terminé, ouais. Il reste 50 000 adhérents à peu près, mais c'est un parti vieillissant, c'est un parti qui est marginalisé dans la conscience des masses de plus en plus. Et s'il rate le tournant du mouvement de Mélenchon, il pourrait aboutir à la même situation que le Parti communiste, enfin la refondation communiste en Italie. Voilà, j'ai dépassé mon temps, je vais m'arrêter là. Merci.